On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de ces familles qui ont été jetées à la rue à la suite d'un incendie dans un HLM à Saint-Jean en fin de semaine. Mais tout d'abord, on parle de sclérodermie avec une ancienne animatrice de TVHR. Ma prochaine invitée, si vous suivez les activités de la télévision du Richelieu depuis plusieurs années, voire quelques décennies, vous l'avez peut-être déjà vue à l'animation d'une émission à vocation culturelle. Et moi, je la vois à la télé à chaque semaine, puis je me dis, il faudrait bien que je l'invite un jour. Il faudrait bien que je l'invite. Puis là, en même temps, elle est porte-parole d'une cause que je trouvais intéressant de vous faire découvrir. Je vous présente cette invitée, Caroline Côté. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Le temps passe extrêmement vite. Oui, j'ai l'impression que je t'ai vu hier. À quel moment as-tu animé ici à la télé? Et je pense que c'était en 2008. Ça s'appelait Le Sonar, donc une émission culturelle. Donc, j'ai fait mes premières armes en télé, ici même. Donc, on m'a donné cette première chance ici. Et je suis très contente de renouer là, avec la station. Bon. Et puis, là, on le sait, puis là, on va le dire, bon, t'es choriste, entre autres, à l'émission En direct de l'univers à Radio-Canada le samedi soir. Puis moi, il y a quelques années, c'est une émission que j'écoute beaucoup de longue date. Puis je dis, mais je la connais, mais je la connais. Là, j'ai même attendu à la fin du générique pour voir. Je dis, ben oui, mais je la connais. Oui. Ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 10 ans cette année. L'émission a 14 ans, puis toi, tu es là depuis 10 ans. Exactement, oui. Mais je ne savais pas que tu chantais. Oui, je chante. Et oui, c'est moi, je t'ai connue comme animatrice, puis on t'a fait de la radio à Green Bay, tu as fait de la télé ici, à Saint-Jean. Mais je ne savais pas que tu chantais. Effectivement, mais en fait, je me destinais pas à une carrière en chant, mais par le fait que j'ai fait beaucoup de comédie musicale au cégep, que mon copain a également chanteur, on a fait des projets musicaux avec lui, et Jason McNally, qui est le chef choriste sur En direct de l'univers. Donc, j'ai rencontré Jason et à un moment donné, on lui a donné le mandat de former un chœur. Donc, on a été, en fait, un des chœurs, parce qu'au départ, il y avait plusieurs chœurs, donc plusieurs personnes qui faisaient des formations, par exemple, à l'UQAM, dans des universités qui avaient la chance d'aller chanter à l'émission. Et lorsque le chœur a été formé, les gens nous voyaient à la télé, puis ont commencé à avoir vraiment un petit coup de cœur pour notre groupe à nous. Et ils ont fait la demande, en fait, par les commentaires pour que ce soit toujours nous. Et la production a développé les budgets, finalement, pour qu'on puisse faire partie de l'émission de façon temps plein. Donc, c'est vraiment un grand bonheur pour nous. Mais votre équipe de mémoire est assez stable. C'est pas mal le même monde depuis Exactement. très longtemps, là. Sauf quelques exceptions. Quand on doit se faire remplacer, on a nos subs, dans le bon langage. Donc, on a nos remplaçantes chouchous. Donc, on est vraiment toujours le même noyau. Bon, et puis là, tu es porte-parole de la sclérodermie pour le Québec. Oui. Et de ce que j'en ai compris, c'est que ta mère est atteinte de sclérodermie. C'est quoi la sclérodermie? Eh bien, c'est une maladie auto-immune qui attaque le système immunitaire. Donc, dans le fond, c'est un dérèglement du système immunitaire. Il y a également de l'inflammation. Il y a aussi de l'atteinte microvasculaire et de la fibrose qui peut être possible dans la maladie. Ça commence comment? En fait, dans 95 des cas, habituellement, le symptôme précurseur, c'est le syndrome de Raynaud. Donc, c'est au niveau des doigts, au niveau des pieds, les mains qui deviennent bleues, qui deviennent blanches, au niveau des sensations de froid. Donc, ça, c'est le symptôme précurseur. Ça ne veut pas dire que si tu as le syndrome de Raynaud, la maladie de Raynaud, tu vas avoir la maladie, mais dans 95 des cas, ça commence comme ça. Et après ça, on le sait comment? Bon, la maladie de Raynaud, c'est une chose, mais à quel moment ça se met à débouler ou à dépérir, malheureusement, à avoir d'autres symptômes? En fait, le problème avec cette maladie, c'est qu'il y a plusieurs symptômes. Donc, c'est très difficile de pouvoir savoir si c'est cette maladie-là. Donc, je vais aller avec mon cas personnel. Le cas de ta mère. Je dois dire au départ que je suis fille unique et que mes parents, pour me protéger, m'ont toujours caché un petit peu leur petit bobo, là. Et à un moment donné, à l'été 2020, en pleine pandémie, je remarque que ma mère a perdu beaucoup de poids. Et là, elle me dit qu'elle a des brûlements d'estomac, ce que ma mère n'a jamais eu, est en pleine santé, en pleine forme. Puis, à ce moment-là, elle me dit qu'elle a vu son médecin de famille, qu'elle prend du pantoprazole, justement, pour ses brûlements d'estomac. Et là, elle me dit que depuis un an et demi, elle voit des spécialistes en médecine vasculaire, pneumologue, rhumatologue. Donc là, je me dis, bien, voyons, maman, comment ça? Puis elle dit, je le sais pas vraiment. Donc, on n'a pas nommé la maladie. Alors, moi, je retourne à la maison et je fais ce qu'on dit toujours de ne pas faire. D'aller sur Internet. D'aller sur Internet. Alors, je commence à taper tous ces mots-là et tout, et je tombe sur sclérodermie. Et là, je m'en vais tout de suite le lendemain chez Sclérodermie Québec pour aller prendre la documentation sur la maladie.
Et c'est là que je me rends compte que en fait, les spécialistes que ma mère voit et ce qu'elle me parle de symptômes, ça s'apparente dangereusement à cette maladie-là. Et par la suite, lorsque je vais chez elle, je lui demande de me montrer sa peau. Et je vois que sa peau est durement atteinte. Elle a le ventre gonflé comme une femme enceinte et très dure. Elle ne peut pas plier parce que c'est justement, des symptômes de la maladie. On appelle ça la maladie qui momifie. Scléro qui veut dire dur, dermie qui veut dire peau. Donc, sa peau qui était très dure. Et ça veut dire qu'il y a à peine 2-3 ans, elle n'avait pas encore de diagnostic officiel. Exactement. Elle était suivie par une rhumatologue qui, malheureusement, ne lui a jamais posé le diagnostic officiel. Et qui lui donnait aucune médication. Donc, son corps s'inflammait de plus en plus et elle a perdu beaucoup de poids également à cause de ces brûlements d'estomac qui la faisaient moins manger aussi. Ta maman a quel âge? Ma mère a 64 ans. OK. Et là, dans le fond, ça a commencé il y a quelques années. En fait, ça fait plusieurs années qu'elle a le syndrome de Raynaud, mais vraiment, je dirais peut-être en 2019 qu'elle commençait à avoir des spécialistes et tout. C'est quoi les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années? C'est quoi le canevas de cette maladie-là? En fait, il n'y a pas de canevas typique parce qu'il y a la sclérodermie limitée, la sclérodermie diffuse, et à travers tout ça, les gens n'ont pas tous les mêmes symptômes. Donc, c'est dur de dire, ça va commencer par ça, il va se passer ça, puis ça va finir comme ça. Donc, c'est très, très, très difficile. Ma mère a la sclérodermie diffuse, ce qui veut dire qu'elle a une atteinte de ses organes internes, donc elle a commencé à faire une fibrose pulmonaire. Mais il y a des gens qui ont la sclérodermie diffuse qui n'auront pas l'atteinte pulmonaire, mais qui vont plutôt avoir l'atteinte des reins ou l'atteinte du cœur. Donc, ça dépend vraiment. C'est pour ça que c'est une maladie assez méconnue et quand même assez complexe. C'est une maladie qui va dégénérer sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? On ne peut pas le savoir. C'est très variable. Il y a des gens qui l'ont tout jeune. Il y a des gens qui ont une trentaine d'années qui sont en phase terminale. Et il y a une dame qui a vécu jusque dans les 80. En fait, on ne meurt plus de cette maladie aujourd'hui grâce à la recherche et aux avancées. Il y a beaucoup d'espoir, en fait. OK. Et là, qu'est-ce qui fait que tu es devenue porte-parole de Sclérodermie Québec? En fait, c'est de par mon implication, du fait que je suis allée chercher la documentation. Je suis allée également participer à des forums patients. Donc, je me suis mise en contact avec la direction de Sclérodermie Québec et tout. Et j'ai eu le bonheur d'animer au Casino de Montréal en octobre dernier la soirée bénéfice pour Sclérodermie Québec pour avancer pour la recherche. Donc, c'est comme ça que j'ai été en contact avec ces personnes-là. Ça touche combien de monde ici, Québec, Canada? Est-ce qu'on a une idée? Si je ne m'abuse, c'est 22 000 Canadiens, Canadiennes et surtout des femmes. On ne sait pas pourquoi encore les causes. C'est assez complexe. On parlerait soit d'hérédité ou de causes environnementales. Donc, pour le moment, on n'a pas trouvé vraiment la source et également un traitement. Mais grâce à la recherche, justement, grâce à Sclérodermie Québec et les chaires de recherche, notamment du CHUM, aussi du Jewish et autres endroits également, on peut espérer, justement, pouvoir trouver de la médication qui nous permette de gagner en espérance de vie. Donc, tantôt, j'ai dit, on ne mourra pas de la maladie. Il y a des gens qui vont en mourir, mais il y a d'autres choses qui peuvent se passer également. Donc, il y a beaucoup d'espoir, puis les gens ne meurent pas immédiatement. Il y a plein de choses qu'on peut faire justement avec la médication et les avancées. Mais justement, est-ce que le fait d'avoir un diagnostic, je dirais pas préventif, mais disons le plus tôt possible, est-ce que le fait de commencer de la médication le plus tôt possible va, disons, améliorer les chances? Je dirais que oui, c'est sûr que je suis pas médecin. Par contre, je vous dirais que ma mère était tellement inflammée au moment que j'ai comme trouvé la maladie. Si elle avait été laissée aller comme ça, au départ, quand la rhumatologue spécialiste a vu ma mère, elle nous avait parlé d'une greffe de cellules souches. Donc, elle avait, on dirait que sur le coup, en voyant son corps, elle avait comme, c'est pas qu'elle avait pas d'espoir, mais elle s'est dit, mon Dieu, peut-être que la greffe de cellules souches, ce serait mieux. Mais avec la médication, tout est rentré dans l'ordre et aujourd'hui, ma mère, tout est stable. C'est ce qui est extraordinaire. Donc, elle va quand même bien? Elle va super bien, comme si elle n'avait rien, en fait. La médication a vraiment tout stabilisé, alors qu'il y a 2 ans, on était totalement ailleurs. Elle n'a pas de douleur ou de contraintes particulières? Mais c'est sûr que le syndrome de Raynaud demeure, même s'il est quand même apaisé par la médication. Les mouvements d'estomac sont contrôlés, mais il y a quand même... c'est comme, je dirais, 95 des symptômes sont atténués. Tu disais tantôt fille unique. Oui. C'est toi un peu qui a trouvé ce que ta mère avait. Là, tu es porte-parole de Sclérodermie Québec. Qu'est-ce que ça te fait à toi de voir ta maman qui a cette maladie-là, de voir les recherches que tu as faites, de voir aujourd'hui que tu en parles, que tu en es la porte-parole? Qu'est-ce que ça te fait à toi?
En fait, c'est un honneur pour moi. C'est sûr que j'aurais préféré que ma mère n'ait pas la maladie, mais mon but, justement, c'est de faire connaître la maladie parce qu'elle est méconnue, tout simplement. Puis, ce que ça me fait, c'est ça, c'est un grand sentiment de fierté. Je sens que j'ai une mission que tous les gens dans la rue puissent connaître ce mot parce qu'au départ, en fait, si je faisais un vox pop, je suis certaine qu'il y a plein de gens qui ne connaîtraient pas la maladie. Revenons à ta carrière de chanteuse, choriste, animatrice, narratrice, etc. En direct de l'univers, là, ça demande combien de boulot par semaine? Parce que c'est quand même beaucoup de nouvelles chansons à chaque semaine. L'émission est en direct. Qu'est-ce que ça demande comme travail? De ma part à moi, en tant que choriste. En fait, je reçois les arrangements musicaux le jeudi. Donc, moi, je pratique à la maison. J'écoute le tout dans ma voiture également le vendredi. Par la suite, là, je vais faire des heures approximatives. De 9 à 5 le vendredi, on pratique en studio avec les artistes. Et ensuite, le lendemain, le samedi, de 9 h jusqu'à environ 17 h, on est en pratique générale. Ensuite, souper. On appelle ça CCM, donc coiffure, maquillage et costume et tout. Et ensuite, on fait le spectacle de 7 h à 8 h et ce, en direct. As-tu le temps de faire d'autres choses dans la semaine? Oui, parce que ça prend seulement que 2 jours dans ma semaine. Donc, contrat de narration, animation, mon rôle de porte-parole également. Donc, Mais dis-moi, parce qu'en même temps, de ce que j'ai vu, là, les choristes dans Direct de l'Univers, bon, évidemment, vous faites l'émission, mais vous faites parfois aussi des spectacles à l'extérieur. Là. Oui, bien en fait, c'est tout nouveau. Donc, on a fait un album à l'été 2021, si je ne m'abuse, un album de Noël. Et on est parti en tournée dernièrement en décembre pour aller rencontrer le public. Ça a super bien fonctionné. Et d'ailleurs, j'ai le bonheur d'annoncer qu'on sera également en tournée en novembre-décembre 2023 pour aller rencontrer les gens, peut-être dans d'autres régions et d'autres dates, d'autres salles. Tu vas trouver ma question particulière, mais à chaque fois que je te vois, tu me fais penser des fois un peu comme les patineuses artistiques. Ah oui? Je vais t'expliquer. Oui. Tu sais, les patineuses artistiques, dès qu'ils mettent les pieds sur la glace, ils sont tout sourire du début jusqu'à la fin de leur représentation de 3, 4, 5 minutes. Et je te regarde à chaque semaine, toi et les autres, mais toi particulièrement, on dirait que dès la première minute jusqu'à la dernière minute de l'émission, t'es tout sourire du début à la fin. Eh bien, c'est la passion qui fait ça, Éric. C'est que je me lasse pas. Et même France le dit, on voit comme pas le bout. T'sais, on le sait que quand En direct de l'univers va se terminer, c'est que France Beaudoin, l'animatrice, aura dû prendre la décision de cesser. Parce que nous, on veut tous pas cesser. Et je pense qu'également, Radio-Canada est très satisfait là, des résultats et du bonheur que ça offre au public. Donc, on dirait qu'on voit pas la fin. Donc, moi, je vis chaque intensément parce que je sais pas quand est-ce que ça peut s'arrêter. Mais pour toi, c'est un bonheur total. Un immense bonheur. Ah oui, un immense bonheur. Vraiment. Dès que tu rentres dans ta bulle, puis t'es comme... En fait, le but, c'est de donner au public, c'est de donner à la personne sur la chaise, puis de lui faire vivre un moment unique et inoubliable. Puis c'est une mission que je me donne. C'est pour ça que je me donne autant et que je souris et que j'ai beaucoup de plaisir avec ma gang. Bien, bonne chance pour la carrière. Bonne chance, évidemment, pour ce rôle de porte-parole. Et tant mieux si ta mère va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais question de savoir un peu ce que c'est la sclérodermie. Donc, faites des petites recherches, un peu comme Caroline. Puis vous allez peut-être trouver des trucs intéressants là-dessus. Merci d'avoir partagé ça. Bien, merci. Puis pour plus d'informations, sclérodermie.ca. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Beaudoin. Et François Trépanier. François, cette semaine pour la 500e de Sport Express. 500e. André Marquis et Simon Raymond Hamel de la ville de Saint-Jean. On parle patinoire et événements. Cheers, mon François. Santé, mon ami. Cheers Santé à tous. Aussi. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Vous savez, le week-end dernier, alors qu'on avait un froid épouvantable, malheureusement, un incendie s'est déclaré dans le quartier Saint-Lucien, non loin de l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, au 404 de la rue Gouin, intersection La Fontaine, où il y a des habitations à loyer modique
de type HLM. Deux invités pour parler des suites aussi de ce qui s'est passé donc en fin de semaine. D'abord, Marianne Lambert, qui est conseillère municipale, mais présidente de l'OMH, l'Office municipal d'habitation. Bonjour. Bonjour, M. Latour. Accompagnée de Joël Gomez, qui est le nouveau directeur général de l'OMH au Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bon, première question toute simple. C'est un incendie, mais c'est un incendie qui est dans le parc immobilier de l'OMH. Quand on a su dans les premières minutes qu'il y avait un incendie qui s'était déclaré à cet endroit-là, de quelle façon s'en est suivi la suite? Au-delà de l'intervention des pompiers, on savait très bien qu'on allait devoir intervenir auprès des familles qui se retrouvaient sans toit. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors moi, dès que j'ai su, c'était mon collègue Sébastien Godette, c'est son district qui représente, donc il était sur les lieux. Dès que j'ai su que c'était un édifice qui appartenait à l'Office municipal, j'ai tout de suite téléphoné M. Gomez et sa réponse a été « J'appelle mon responsable des immeubles et mon intervenante ». Et c'est ça, il y a eu vraiment une belle collaboration. Ils sont arrivés sur les lieux, ils ont travaillé vraiment de pair avec nos dirigeants du service incendie qui étaient là. Puis c'est ça, c'était vraiment nécessaire. Puis même l'intervenante, ça donnait comme ça, était en train de faire de la paperasse avec la présidente du conseil des résidents. Puis elle est même allée avec elle. Ça a beaucoup sécurisé les familles, là, parce que c'était comme... puis il y avait aussi... c'est un édifice familial, en plus. Ouais. Donc, 3 femmes enceintes, beaucoup de jeunes enfants. Donc, c'est ça. Expliquez-nous un peu la géographie des lieux. On est sur Gouin, intersection La Fontaine. Il y a plusieurs habitations. Donc, c'est laquelle, ultimement, qui a été touchée par les incendies? C'est celle qui est la plus loin de Gouin qui a été touchée. C'est un 12-plex. Oui. Dans le fond, c'est que la façon que l'édifice est construit, dans le fond, c'est qu'il y a 6 logements d'un côté, un couloir, 6 logements de l'autre. Et dans le fond, les logements qui ont été le plus touchés, c'est tous ceux qui sont de nombre pair. Et le feu a commencé dans le logement numéro 12. Qu'est-ce qu'on sait de l'incendie, au juste? Bien, ce qu'on s'est fait dire pour l'instant, c'est que c'était pas de nature criminelle. Là, c'est sûr qu'il y a eu des enquêtes et tout qui sont en train d'être faites. Ce qui est très bien, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas eu aucun blessé. Toutes les familles, dans le fond, ont pu sortir à temps. Et dans le fond, on a pu les relocaliser, dans le fond, dans un motel dans les premiers temps. Et là, aujourd'hui, on peut, dans le fond, chaque personne a pu être relocalisée. Déjà, hier, il y a 3 familles qui ont pu réintégrer leur logement. 3 autres, du côté impair, vont pouvoir le faire d'ici vendredi, une fois que ça va avoir été nettoyé, parce que leur logement est un peu contaminé avec la fumée. Évidemment. Et un peu de suie. Mais ultimement, il y a quoi? Il y a 6 familles pour qui l'habitation n'est plus habitable? Effectivement. 2 familles, ça va être pour une période de 3 mois. On les a relocalisés à des endroits dans notre parc. C'est sûr qu'on avait... C'était pas des logements qui étaient prêts à être la location, mais au moins, on pouvait leur offrir un endroit rapidement pour qu'ils puissent au moins être bien. Les 4 autres familles, on va parler de 12 mois ou plus. Oh là là. Okay. Oui. Et une de ces familles-là, bien, c'est sûr que c'est une perte totale de tous ses effets. Bon. Dites-moi, quand on regarde le taux d'inoccupation qui est quasi inexistant un peu partout au Québec, et notamment ici, moins de 1 quand vient le temps de relocaliser du monde, quand il n'y en a pas de loyer, tout le monde a le cœur sur la main. Je voyais en fin de semaine là, des publications sur Facebook. Tout le monde veut aider à sa façon. Oui. Là, il faut gérer l'abondance. Comment avez-vous... quand vous avez lancé votre cri du cœur puis que les offres d'aide sont arrivées, comment vous avez géré ça? Bien, c'est ça. Là, c'est pour ça que moi, j'avais mis un communiqué sur le Facebook, parce que là, je recevais des messages, d'autres élus en recevaient, là, ça partait, puis on voulait pas... Bon, là, c'est important de dire que, premièrement, c'est un édifice de l'Office municipal, donc ils ont été pris en charge. Les 3 premières journées, c'est la Croix-Rouge. La Ville a une entente. Ça, il n'y a aucun problème. Là, ce qu'il fallait s'assurer, c'était la suite des choses à partir de lundi. Donc, c'est ça. On a vraiment là, travaillé. Bon, vous savez, on était venu en parler ici à votre émission avec M. Godette, la 7e avenue. Ça nécessitait vraiment de grandes rénovations. Fait que là, c'est sûr que M. Gomez, avec la technicienne en location-sélection, parce qu'il faut vous dire aussi que le lendemain, là, les employés étaient à l'OMH là, pour faire leur travail, aller se promener, aller voir les logements qu'on va pouvoir louer, même s'il manque quelques rénovations, tout ça. Fait que c'est vraiment le travail qui a été fait. M. Gomez pourra vous en parler plus, mais ça va être vraiment, tu sais, ce qui est important. Il ne faut pas oublier, c'est des logements familles.
Fait que là, on parle, il y en a qui ont 3 enfants, il y en a qui en entendent... Le quatrième. C'est ça, tu sais, fait que c'était vraiment, là, on y va avec le plus urgent, puis c'est ce qui a été fait. Mais malheureusement, ça va faire en sorte que notre liste d'attente, Eh bien oui, évidemment. elle diminuera pas. Évidemment, parce que l'OMH à Saint-Jean, au Saint-Jean, au Richelieu, je devrais dire, ça représente quoi en nombre d'habitations, de bâtiments, de locataires? C'est quoi le... Dans le fond, on parle habituellement en termes de portes. Ouais. Donc, on a 688 portes dans tout notre bassin. Pour la ville de Richelieu avec Iberville, c'est 588 portes. Quand même. Et juste pour vous dire, on a au-delà de 500 personnes, désolé, qui sont sur nos listes d'attente. 500? Au-delà. J'ai déjà fait une entrevue il y a plusieurs années sur l'OMH, puis c'était des délais. Je comprends que les gens sont pris. Il y a un système de priorisation, là, Oui, je pense, effectivement. là, mais dans certains cas, c'est des délais, on parle d'années. Là. Oui, effectivement. Dans le fond, c'est que c'est sûr que certains cas, comme, admettons, une dame qui vit de la violence conjugale, va être vraiment en haut de la liste à ce moment-là. Donc, il y a des critères qui font en sorte que des gens vont très rapidement pouvoir avoir accès, mais c'est quand même exceptionnel. Oui, il y a des gens qui vont attendre des années avant de pouvoir avoir un logement, et c'est sûr qu'une des priorités que mon conseil d'administration m'a donné, c'est de développer plus d'unités et le plus rapidement possible. Bon, je sais qu'on a quelques terrains en vue là-dessus, puis ça, c'est un projet de longue haleine, mais en même temps, on le sait, le taux d'inoccupation est quasi inexistant. Il y a des listes d'attente où vous en faites la démonstration, donc clairement, on comprend qu'il y a un besoin pour augmenter le nombre d'habitations. Revenons à l'incendie, à la relocalisation de ces gens-là. Tantôt, je parlais d'abondance d'offres. Oui. Même ma conjointe, dimanche, elle me dit, bien là, est-ce qu'on regarde en bas ce qu'on pourrait donner? Là, je dis, bon, attendons de voir si les gens ont besoin de quelque chose. Moi, je veux bien vous amener des boîtes avec de la vaisselle ou des vêtements, là, mais vous comprendrez qu'on on va gérer un problème. Là. On va écrire un problème. On ne voulait pas se ramasser avec des dons à l'aubergariste, là, où les gens ont été pris en charge. Puis on ne voulait pas se ramasser non plus au 145 La Tour avec des dons, parce que où est-ce qu'on va les mettre? Parce que quand les gens quand ils sont généreux, ils sont généreux. Là. Oui, c'est ça. Le monde, ils font le ménage. Donc, tout le monde a le cœur sur la main, puis on veut aider. Là. Aujourd'hui, on a pris une entente avec Yann Labelle, le directeur général de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, qui est situé au 150 rue Laurier. Et là, à partir d'aujourd'hui, mardi, c'est sur leur site, on va pouvoir aller donner faire des dons en argent. Pour les gens qui ne veulent pas le faire en ligne, ils peuvent se rendre directement au 150 rue Laurier et faire un chèque. Ça va vraiment s'en aller dans le fond des sinistrés du 404 rue Gouin. Puis par la suite, ça va être transféré avec l'Office. Et là, eux autres, ils vont vraiment répartir cet argent-là équitablement selon les besoins. Parce qu'il n'y a pas une famille qui a été touchée de la même façon. Donc, on veut que ça soit équitable. Pour les dons de meubles électroménagers, on n'a pas de place pour les prendre. Puis ça aussi, ils sont en train de faire la répartition de ceux qui vont en avoir besoin. Ce qui est récupérable ou pas, là, comme vous comprendrez, avec les dégâts que ça a causé dans certains appartements. Alors ça aussi, ça va être du cas par cas. Fait qu'on va vraiment gérer ça, là. C'est ça. Je vais laisser M. Gomez continuer. Parce que dans le fond, oui, il y a une personne, c'est perte totale, mais en même temps, on va complètement à l'autre extrême où des gens n'avaient aucun dommage. Outre que, dans le fond, les pompiers qui sont rentrés, qui ont un peu sali le plancher. Entre les deux, bien, il y a tous les cas de scénario. Donc, il y a des gens qui vont repartir avec seulement 3-4 boîtes et tout le reste est terminé. Parce que, comme l'incendie a été fait au 3e étage, bien, les pompiers, naturellement, ont arrosé, noyé littéralement. Et les 2 autres logements qui étaient en dessous ont été très impactés par l'eau et les dégâts en lien avec ça. Qu'en est-il des assurances? Comment ça fonctionne dans un HLM? Est-ce que les gens ont l'obligation d'être assurés ou c'est comme dans n'importe quel loyer? Il y en a qui sont assurés, il y en a qui ne sont pas assurés. Comment ça fonctionne? Bien, c'est un peu comme partout. Dans le fond, on fonctionne avec les baux, donc les gens n'ont pas l'obligation. C'est sûr qu'on leur dit que c'est très important. Dans le cas qu'on a, nous, on n'avait que 3 familles qui étaient assurées. Et en plus, comment dire, c'était les gens qui ont été le moins touchés, étrangement. Donc, c'est sûr que les gens, là, aujourd'hui, sont obligés de prendre... Comment dire, ceux qui ont perdu des effets personnels, les ont perdus. Il y a beaucoup, dans le fond, c'est à eux aussi de nettoyer leurs effets. Parce que ceux qui ont des assurances, bien, c'est l'assurance qui prend en charge, qui va les relocaliser pendant le temps que
tous leurs effets vont être nettoyés. Donc, ils sont vraiment bien traités. Les autres, bien, c'est sûr qu'ils se retrouvent un peu devant rien là, à ce niveau-là. Mais vous êtes quand même capable, à court terme, de les relocaliser malgré le peu de loyers disponibles en ce moment. Oui. Là. Dans le fond, on a rencontré tous les locataires qui devaient être relocalisés en leur proposant des solutions hier. Certains ont décidé d'aller dans des solutions qu'eux-mêmes avaient, dont un dans sa belle famille. Et ce matin, dans le fond, on a été signer les nouveaux baux, ils remettent les clés et les gens avaient déjà accès à leur logement. OK. C'est sûr que des fois, ce n'était pas exactement dans le même district. Ça posait des enjeux en lien avec l'école et tout, mais au moins, ils avaient un toit sur la tête, rapidement. C'est sûr que c'est des logements qui n'étaient pas prêts à la location, comme Mme Lambert disait, là, on a des logements qui attendaient de grosses rénovations, mais au moins, les gens allaient avoir un toit sur la tête. Et lundi, moi, mes équipes avaient préparé ces logements-là pour qu'ils puissent être habitables. Qu'est-ce qu'on retient d'un événement comme celui-ci? Évidemment, c'est extrêmement triste, tout ça, mais des fois, on se dit il faut qu'on essaie de trouver du positif dans du négatif. Qu'est-ce qu'on retient de ça? C'est la solidarité de ces gens-là qui habitent dans l'office municipal. Je vous donne un exemple. Moi, je suis allée les aider là, parce qu'il faut comprendre aussi que c'est un peu comme partout au Québec. L'office municipal est en manque d'effectifs. Il nous reste une intervenante. On a un poste ouvert pour un ou une deuxième. Donc, moi, je suis allée lui donner un coup de main. J'étais là avec elle samedi, dimanche aussi. Donc là, on se rend compte samedi soir que l'aubergerie, n'a pas personne pour faire les déjeuners le dimanche. Ils n'ont pas de personnel. Ça ne se fera pas. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, qui a fait le déjeuner? Bien, ça se trouve être le comité des résidents de la rue Bessette. Oui. Ils sont venus leur porter un repas chaud, tout ça, avec le réchaud. Ils se sont occupés. C'est des gens qui habitent d'autres HLM. Avec l'intervenante, c'est ça, ils se sont offerts. Fait que ça, c'est un exemple de belle solidarité. Fait que ça, tu sais, j'ai trouvé, en tout cas, que ça, c'est du positif. Puis le fait qu'on ait été là, M. Gomez est venu les voir samedi, est venu les voir dimanche, il était là hier, ça les a sécurisés. Tu sais, ça a été important pour ces gens-là. Et aussi, dans le fond, dès les premières heures, dans le fond, moi, mes équipes sont rentrées dès que les pompiers sont partis et on a rebranché le chauffage, on a rebranché les réfrigérateurs pour que les gens aient le moins de pertes possible. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Ce samedi, à Mont-Saint-Grégoire, marche nocturne organisée par CIM, le Centre d'interprétation en milieu écologique. Donc, si vous avez de l'intérêt, une belle activité à faire en famille, vous pouvez bien sûr vous inscrire via le web. À demain.